Je vous propose pour une fois de commencer l'histoire du jour avec une anecdote personnelle. Quand j'étais petite, je devais avoir 8 ou 9 ans, je me souviens qu'un homme, qui devait avoir la fin vingtaine, avait emménagé dans mon immeuble. Et impossible de le rater, il était toujours avec son chien, et son chien, il était trop mignon. Et ma mère m'avait dit que cet homme était venu vivre chez sa mère, une petite mémé sans histoire. Et quand donc son fils sortait son chien, il y avait un parc juste en bas, les enfants couraient le caresser. Ce chien, c'était un véritable aimant à enfants. Et tous couraient le voir, mais pas moi. Parce que j'avais vite, mais alors très vite compris que son propriétaire était pas net. Il avait beau être toujours souriant, il avait beau avoir l'air sympathique, il avait un je ne sais quoi de lubrique dans le regard. Et personne ne voyait rien, ni les parents, ni les enfants, mais pour moi, c'était évident que c'était un pédophile. Donc j'étais toujours restée à distance, en regardant au loin les enfants. Je me disais, mais ils sont aveugles ou quoi? Ils sont en train de jouer avec un pédophile qui en plus habite mon immeuble. Alors j'étais pas rassurée. Et quelques semaines ou mois plus tard, dans le parc, je suis tombée sur une mère et elle était en train de lui hurler dessus. Elle lui hurlait de s'éloigner de ses enfants, que c'était un pervers et que si elle le voyait traîner dans le parc, elle allait lui régler son compte. J'ai jamais su le pourquoi du comment, mais il avait sûrement fait quelque chose de grave. Et d'ailleurs, il avait disparu peu de temps après. Et j'ai appris, un peu plus tard, que les policiers avaient perquisitionné le domicile de sa mère et qu'ils y avaient trouvé des vêtements de petite fille. Ne me demandez pas le pourquoi du comment, je me suis juste dit qu'en ce moment même, il devait sûrement être ailleurs, en train d'appâter d'autres enfants avec son adorable petit chien. Eh bien, l'histoire du jour m'a fait penser au pervers, au petit chien. C'est l'histoire d'un voisin, toujours gentil et souriant, qui s'était lié d'amitié avec les enfants du quartier, jusqu'à les inviter chez lui. Et lui, ce n'était pas avec un petit chien qu'il les appâtait, mais avec un club d'écriture. Et tout le monde n'y voyait que du feu. À l'exception d'une voisine qui a commencé à devenir suspicieuse. Elle le trouvait étrange. Elle s'était méfiée de lui au point de dire à sa fille de l'éviter. Mais ce n'était là qu'une impression, elle n'était sûre de rien, mais dans son cœur, elle savait. Et elle avait même dans le doute prévenu la police. Police qui n'a rien fait. Et puis un jour, sa fille s'est volatilisée et aucune trace non plus du gentil voisin. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Jessica Mullenberg. Salut, moi c'est Lila, bienvenue sur Du Crime. Je tiens à remercier le sponsor du jour que vous connaissez, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Ainsi, vos informations vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Alors, vos mots de passe, vos photos ou encore vos informations bancaires sont protégées sans que Surfshark ne conserve ces données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, il va vous permettre de cacher votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée et ainsi accéder depuis la France à de nombreux contenus auxquels habituellement, on n'a pas accès. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des films et des documentaires true crime sur le Netflix US, parce qu'il y a beaucoup plus de choix que sur le Netflix français, et bien sûr ça fonctionne également sur Amazon Prime, mais pas que, vous pouvez vous en servir pour faire votre shopping en ligne. Si vous faites une grande partie, comme la plupart des gens, de vos achats sur Internet, eh bien en utilisant Surfshark, vous serez protégé des fraudes à la carte bancaire. Et oui, Surfshark va protéger vos informations bancaires et ça va également vous protéger des logiciels malveillants. Et en plus de ça, il va vous débarrasser des publicités indésirables. Et ce n'est pas tout. Personnellement, quand je sors, j'utilise le Wi-Fi public. Alors, le Wi-Fi public, c'est bien pratique, mais ce n'est absolument pas sécurisé. Grâce à Surfshark, je suis tranquille. Je sais que je peux utiliser le Wi-Fi public sans qu'on ne me pirate ma carte bancaire ou qu'on ne me dérobe mes données personnelles. Mais l'un des plus grands avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisateur des comparateurs de voyage. Et oui, Surfshark permet d'éviter les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte, ce qui fait augmenter les prix. Donc grâce à Surfshark, vous pourrez prendre votre temps pour planifier vos week-ends ou vos vacances et en plus de ça, vous aurez la garantie de trouver des hôtels, des vols, des billets de train
au meilleur prix, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que les prix qui explosent à chaque fois qu'on se reconnecte. Mais on va pas se mentir, le plus important, le plus intéressant, je trouve, c'est leur rapport qualité-prix. De 1, il a beaucoup plus d'avantages que tous les autres VPN du marché et vous pouvez l'utiliser sur un nombre illimité d'appareils. Donc ça profite à toute la famille. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrim, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits ou vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-là parce que pour ce prix, il en vaut vraiment la peine. Et vous pouvez également le tester parce qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc essayez-le et vous vous ferez votre propre avis. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas satisfait, eh bien vous êtes remboursé. Alors n'hésitez pas, vous ne le regretterez pas et je remercie Surfshark qui m'a permis de pouvoir travailler ce sujet que vous allez découvrir et qui est, j'ai trouvé personnellement, assez difficile. Ça a été assez difficile à écrire. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Jessica Mullenberg est née en 1982 dans le Wisconsin. Elle a plusieurs frères et sœurs que sa mère a eu d'un précédent mariage. Mais bien que recomposée, la famille est heureuse. Sauf qu'à la fin des années 80, alors que Jessica est âgée de 5 ans, tout bascule. Elle va connaître, disons, sa première épreuve de la vie. Ses parents, Monica Bourget et son père, Dale Mullenberg, divorcent. Le père de Jessica quitte alors le domicile pour s'installer, non loin de là, dans la ville de Eau-Claire. Et s'il prend soin de rester dans la région, c'est parce qu'il ne veut pas être séparé de sa fille. Les parents conviennent d'une garde partagée. Jessica vivra chez sa mère et elle passera un week-end sur 2 chez son père. À 5 ans, voilà Jessica partagée entre 2 maisons, mais tout se passe bien. Et c'est très rapidement qu'elle fait la rencontre de la nouvelle petite amie de son père, qui a rapidement emménagé chez lui. Et même si Dale aime sa fille, il aimerait tout de même passer du temps seul avec sa chérie. Alors, quand c'est le cas et qu'il décide de sortir en amoureux, eh bien, il va confier sa fille au père de sa petite amie qu'il vient tout juste de rencontrer. Un gentil papy à l'allure tout à fait inoffensive, qui est toujours heureux de garder l'adorable fillette, et pour cause, il voit en elle le moyen idéal d'assouvir ses pulsions. Et ça, la pauvre Jessica va vite le découvrir. Un soir, il va s'inviter dans sa chambre, dans son lit même. Au début, il lui caresse la tête, puis le visage, ensuite l'épaule, et puis vient le tour de ses parties intimes. Et Jessica a la naïveté de son jeune âge. À 5 ans, elle ne connaît rien de la vie. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle n'a pas du tout aimé ça. Et le gentil papy lui dit de ne rien dire, que c'est un secret. Et elle va faire ce qu'on lui a toujours appris, obéir aux adultes. Alors, Jessica ne dit rien. Et en voyant le secret bien gardé, le gentil papy va recommencer et plus tard encore, il passera à la vitesse supérieure et exigera d'elle qu'elle le masturbe. Il lui montre comment faire. Jessica ne comprend rien à rien, si ce n'est qu'elle a horreur de ça et qu'elle ne doit surtout pas en parler. Et ça va durer comme ça de longs mois. Mais ce vieux pervers n'est pas le seul loup dans la bergerie. Il y en a un autre, c'est le colocataire de Dale. Puisque oui, en plus d'habiter avec sa petite amie, il a un colocataire. Un gentil colocataire, là encore, qui ne va pas hésiter à proposer à Dale de garder la petite au besoin. C'est l'occasion rêvée pour ce père des plus négligents qui va ainsi commencer à laisser sa fille, toujours âgée de 5 ans, sous la surveillance de son colocataire. Et si ce locataire se propose aussi généreusement, c'est qu'il a lui aussi une idée derrière la tête et lui va carrément forcer Jessica à lui faire des fellations. Il lui dit qu'elle n'a qu'à faire comme si c'était une sucette et il ne lui dit même pas que c'est un secret. Il sait probablement qu'à cet âge, un enfant, ça ne dénonce que rarement ce genre de choses. Et effectivement, Jessica ne dira rien. Sans intellectualiser quoi que ce soit, elle sait que même si elle déteste ça et que ça la fait sentir mal, elle doit garder le silence. Et c'est comme ça que Jessica va grandir 2 années durant, entre 2 prédateurs. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Un enfer pour elle, mais elle a tout de même la chance d'avoir une famille aimante. Elle est choyée, elle aime l'école, elle a beaucoup d'amis. Très tôt, elle se passionne pour l'écriture. Aussitôt qu'elle apprend à écrire, ça la fait s'évader. Elle est créative, elle est toujours en train de rire.
et elle fait, sans s'en rendre compte, abstraction de ses horreurs. Mais quand elle est de retour chez son père et qu'elle est sous la surveillance de l'un ou de l'autre, la réalité finit par la rattraper. Elle déteste que ces vieux monsieur l'obligent à faire des choses. Ces moments-là, elle les redoute, mais un jour, alors qu'elle vient tout juste de souffler sa 8e bougie, son père lui annonce qu'il déménage. Plus de coloc et plus de papy non plus. Encore une fois, il reste dans la région, mais elle ne croisera plus jamais la route ni du coloc ni du papy. Les deux disparaissent ainsi de sa vie et en même temps. Et Jessica est folle de joie, ça y est, tout ça, c'est fini. Mais presque aussitôt. Alors qu'elle entre en classe de CE2, voilà que son chemin croise celui d'un 3e prédateur. Et là encore, elle ne le découvrira que plus tard. Ce 3e loup, c'est l'assistant pédagogique que son école vient tout juste de recruter à temps partiel. C'est un certain Steven Oliver, âgé de 35 ans. Il est chargé de donner des cours d'anglais et d'écriture aux élèves de l'école. Une aubaine pour la petite Jessica. Écrire, elle adore ça. Et personne ne se méfie de ce gentil monsieur, précocement chauve, portant de grandes lunettes épaisses, dignes des plus beaux spécimens de fait entrer l'accusé. Et Steven va rapidement se lier d'amitié avec les enfants de l'école, et tout particulièrement avec celle qui lui tape dans l'œil, à savoir la petite Jessica. Et déjà, elle aime écrire, et comme c'est justement ce pourquoi il est payé, elle est toujours heureuse de suivre ses cours, mais il y a probablement aussi une autre raison. Comme Jessica le dira bien des années plus tard, pourquoi m'a-t-il choisi moi ? Les psychologues disent que les pédocriminels savent repérer une victime, alors peut-être que Steven Oliver a senti ma vulnérabilité. Après tout, avant lui, 2 hommes adultes avaient déjà abusé de moi. Fin de citation. Et c'est bien connu, nombre de prédateurs d'enfants choisissent de travailler auprès des enfants pour avoir toujours sous la main un vivier de petites victimes potentielles. Alors, nul doute que c'est pour ça qu'il a très tôt postulé auprès des écoles. Et Steven va littéralement être obsédé par la fillette. Il va doucement se rapprocher d'elle, lui accorder beaucoup d'attention. Avec les mois qui passent, son obsession s'intensifie. Voilà que Jessica accapare désormais ses pensées du matin au soir. Il compte les heures, les minutes avant de la retrouver. Il ne vit plus que pour ça, au point où, par un hasard des plus extraordinaires, voilà qu'il emménage non loin de chez la mère de Jessica. Il vit alors avec ses 2 fils, un grand et un petit dont il a la garde alternée, qui est du même âge que Jessica et qui est scolarisé dans la même école. Et tout comme le voisin au petit chien blanc, il va passer énormément de temps avec les enfants du quartier. Il se lie d'amitié avec eux, y compris bien évidemment la petite Jessica. Et pour pouvoir passer plus de temps avec elle, il a la machiavélique idée de monter un atelier d'écriture pour les enfants du quartier. Il va en parler aux parents, il trouve que c'est une bonne idée, après tout, ils travaillent à l'école, ils ont confiance. Alors, nombre d'entre eux vont inscrire leurs enfants à son atelier qui a lieu chaque semaine chez lui. Et les petits sont heureux d'y aller. Entre 2 poèmes ou essais, ils jouent tous ensemble dans le jardin ou alors ils regardent des films. Cet atelier a des allures de joyeuse colonie de vacances. Mais Steven n'a qu'un seul objectif. Et son objectif, c'est Jessica. Il va doucement gagner sa confiance, un regard complice, puis une petite tape sur l'épaule. Et puis un jour, sans lui demander son avis, il la fait monter sur ses genoux. De manière tout à fait innocente, du moins en apparence, pour que les enfants présents ne se doutent de rien, du moins en apparence, mais Jessica n'oubliera jamais ce moment. Elle dira, je cite, « Je me souviens de la première fois, de son horrible odeur corporelle mélangée à celle des cigarettes et du café. Et même s'il portait toujours une chemise boutonnée jusqu'au col, il avait l'air sale. » Fin de citation. Donc, si elle s'est souvenue de ça, c'est que ça l'a quand même marquée et qu'elle s'est alertée. Il ne ratera jamais une occasion de la faire monter sur ses genoux, mais il est si gentil, si attentionné, si apprécié de tous, que Jessica ne se méfie pas. D'autant plus qu'il a toujours un cadeau pour elle. Et puis un jour, lorsqu'il estime avoir suffisamment endormi sa vigilance, il passe à l'action. Pendant un atelier d'écriture, alors que les enfants sont tous dans le salon à écrire des poèmes, il s'approche de Jessica et lui dit qu'elle a fait quelque chose de mal, qu'elle va avoir des ennuis et qu'elle doit le suivre dans la cuisine.
La petite obéit, se demandant ce qu'elle a bien pu faire de mal pour risquer une punition, sauf qu'une fois dans la cuisine, le visage de Steven change, il a le regard dur, il exige d'elle qu'elle le touche. La pauvre reste immobile, pétrifiée, ça recommence, encore, alors il prend ses mains et se caresse avec. Puis, il lui dit de retourner dans le salon. Et puis il recommencera, et c'est toujours la même chose, alors qu'elle est à l'atelier d'écriture, ou parfois même dans le jardin, en train de jouer avec les autres enfants, il vient la voir, lui parle d'une bêtise, et lui donne rendez-vous dans la cuisine pour la forcer à le toucher. Sauf que Jessica va rapidement dire non. C'est bon, ça suffit, elle ne veut plus que les hommes autour d'elle la forcent à faire quoi que ce soit, alors Steven lui assène un violent coup de poing dans le dos. Lui, qui a toujours été aux petits soins avec elle, qui a toujours été gentil, montre alors son vrai visage. Et à chaque fois qu'elle osera refuser de le toucher, il la frappera pour l'y contraindre. Des claques, des coups de poing dans le dos, dans les jambes, il est toujours plus violent. Mais à côté de ça, il se montre toujours plus adorable avec elle. Il lui offre toujours plus de cadeaux, souvent hors de prix. Il sait se montrer amical et même paternel. Alors la fillette ne sait plus sur quel pied danser. Et en bon prédateur qu'il est, Steven va user et abuser de techniques de manipulation psychologique pour pouvoir la manipuler toujours plus. Tantôt, il la fait culpabiliser, tantôt, il la complimente, tantôt, il lui dit à quel point elle est moche, stupide, inutile, si laide qu'aucun garçon n'acceptera jamais de sortir avec elle. Il va ainsi, lentement mais sûrement, briser tous les repères de Jessica. Il souffle le froid, puis le glacé, et il lui explique en long, en large et en travers tout le mal qu'il n'hésitera pas à lui faire si elle ose un jour raconter tout ça à qui que ce soit, et ça durera comme ça tout le reste de l'année scolaire. Et l'année suivante, alors que Jessica a 9 ans et qu'elle entame son année de CM1, rebelote. Sauf que Steven en veut plus. Ce qu'il la force à faire est toujours plus immonde. Les caresses laissent place à des rapports oraux, sur lui d'abord, comme le colocataire avant lui, puis sur elle. Et puis un jour, il va la pénétrer. L'abus ultime pour Jessica. Et quand la pauvre va oser dire non, eh bien, il va la frapper toujours plus fort. Et s'il aime s'acharner sur son dos, il n'hésitera pas à utiliser un balai. Et personne ne remarque rien, malgré les agressions qui se multiplient. Et son appétit est insatiable. Il la violera continuellement, à la moindre occasion, et parfois jusqu'à 2 fois par jour. Jessica souffre en silence. Cet homme la dégoûte, il lui file la nausée. Mais alors qu'elle commence son année en CM2, elle se rebiffe comme jamais elle n'avait osé le faire auparavant. Alors qu'il est en train d'abuser d'elle, elle se débat. Stop, maintenant c'est fini. Elle préfère encore être frappée que de continuer à vivre ça. Ça fait alors plus de 2 ans qu'elle subit ces assauts. Mais elle a grandi, elle est désormais âgée de 10 ans et elle ose enfin s'opposer à lui et fermement. Il peut bien la frapper, elle s'en moque, elle préfère les coups à ses horreurs. Et Steven comprend qu'il perd l'emprise qu'il a sur elle. Alors pour lui passer toute envie de saper son autorité, il décide de marquer le coup. Il se saisit d'un couteau et la poignarde au ventre. Et oui, il la poignarde au ventre. Il y a tellement de sang que Jessica pense qu'elle va mourir. Elle le supplie de l'emmener à l'hôpital, mais Steven refuse. Et il sait exactement ce qu'il fait. Il a enfoncé la pointe du couteau assez profondément pour la blesser et qu'elle saigne, mais pas assez pour la blesser gravement. Il l'a touchée de manière à ce qu'elle saigne. Alors il éponge le sang et quand les saignements s'arrêtent, vu que la blessure est superficielle, il lui met juste un pansement et il la met en garde. Si elle ose encore une fois lui dire non, et si elle balance le pourquoi du comment de cette blessure, il finira le travail et cette fois, il tuera toute sa famille dans la foulée. Et ça va marcher. À partir de ce jour, Jessica n'osera plus jamais riposter. Elle vient d'associer la riposte à la mort. Et Jessica tentera bien de se confier à sa mère. Mais elle parle de Steven en parlant de toute autre chose. Elle tourne autour du pot. Sa mère ne comprend pas pourquoi sa fille parle autant de lui. Alors, dans le doute, elle va essayer de lui tirer les verres du nez. Mais Jessica lui assure que tout va bien. Mais Monica va commencer à avoir un sentiment étrange à propos de ce Steven. Elle trouve ça vraiment suspect que sa fille parle autant de lui, mais elle la croit. Et puis une pensée en chasse une autre, et le calvaire de Jessica
va continuer. Et alors que cela fait près de 3 ans qu'il l'agresse, du CE2 à la fin du CM2, Jessica apprend une formidable nouvelle. Sa mère, qui s'est remariée, annonce à la fratrie qu'ils vont déménager dans une plus grande maison et qu'ils vont quitter la ville et emménager dans la ville de Wausau. Et même si ce n'est pas très loin, et que c'est toujours dans le même état, le Wisconsin, Jessica est heureuse puisqu'elle sera tout de même à bonne distance de Steven. Et aussi et surtout, elle passe au collège. Alors, elle ne croisera plus son bourreau à l'école. Et elle habite désormais trop loin pour aller au club d'écriture. Libre, elle se sent enfin libre. Et quelques semaines plus tard, voilà que la famille débarque dans une jolie maison dans la ville de Wausau. Jessica pense être enfin sortie d'affaires. Elle ne reverra plus le monstre traîner devant chez elle. Maintenant, c'est fini, mais c'est mal connaître la détermination de Steven. On ne sait pas comment il a appris la nouvelle et encore moins comment il s'est procuré la nouvelle adresse de Jessica, mais le voilà qui se présente à la porte du nouveau domicile de Jessica presque aussitôt après l'emménagement. Par chance, c'est Monica qui lui ouvre. Elle est étonnée de le voir. Elle se demande ce qu'il fait là, comment il a eu son adresse. Et déjà qu'elle ne le trouvait pas net, là c'est pire. Mais elle n'a le temps de rien dire que Steven s'excuse platement du dérangement. Et de la manière la plus douce et la plus innocente possible, il lui explique qu'il enseignait l'anglais dans l'ancienne école de Jessica. En plus de tenir le fameux club d'écriture, il dit à Monica à quel point Jessica est une prodige, qu'il n'a jamais vu autant de talent chez un enfant et qu'il serait ravi de poursuivre son enseignement avec elle et que rien du tout. Monica lui coupe la parole, elle lui dit qu'elle n'est pas intéressée, elle lui interdit de revenir chez elle et elle lui claque la porte au nez. Mais Steven ne se démonte pas. Voilà qu'il appelle au domicile. Il tombe à nouveau sur Monica. Cette fois, il lui propose d'accueillir Jessica et ses frères et sœurs chez lui afin qu'ils viennent jouer avec son fils. La réponse de Monica ne se fait pas attendre, elle répond que non et le menace. S'il rappelle encore, elle appelle les flics. Elle lui raccroche au nez et dans la foulée, elle contacte le commissariat pour signaler le comportement étrange de ce Steven Oliver. Elle explique qu'il semble rôder autour de sa fille et qu'il devrait faire quelque chose. Le policier au téléphone prend note de tout ça. Il lui dit qu'elle n'aura qu'à l'appeler s'il recommence et à ce moment, il avisera. Et voilà que Steven rappelle. Il tente désespérément d'avoir Jessica en ligne. Il n'y arrive pas. C'est toujours Monica qui décroche. Alors il tente encore une fois de la convaincre de laisser Jessica assister aux séances de club d'écriture, mais sans succès. Et à chacun de ses appels, Monica va prévenir la police. Et elle est de plus en plus inquiète. Elle pense que cet homme est clairement obsédé par sa fille. Elle demande à plusieurs reprises une ordonnance d'éloignement, mais voilà, elle n'a aucune preuve, alors les policiers lui disent qu'il ne peut rien faire. Et à chaque fois, elle est déçue. Elle n'a certes aucune preuve, mais elle sent qu'un truc cloche. Mais rien ne se passe. On n'arrête pas quelqu'un sur une vague impression, lui disent les policiers. Et au dernier appel de Steven, Monica va se montrer particulièrement virulente. Elle joue la carte du bluff. Elle lui assure que les policiers sont sur l'affaire et que s'il essaye encore une fois de l'appeler ou qu'il essaye d'entrer en contact d'une manière ou d'une autre avec sa fille, il sera arrêté. Quant à elle, elle s'occupera de son compte. Après cet appel, elle va une nouvelle fois rappeler la police. Elle dit avoir peur qu'il kidnappe sa fille. Mais les policiers lui disent encore et toujours la même chose. Sans infraction, ils ne peuvent rien faire. Et par chance, Steven va arrêter d'appeler. Monica est rassurée. Comme les semaines et les mois passent et qu'elle n'a plus de nouvelles de lui, eh bien elle pense que ses menaces ont marché et que tout est réglé. Mais non, rien n'est réglé. Steven s'est juste rendu compte qu'il n'y avait rien à espérer du côté de la maman, alors immédiatement après son dernier appel, il décide d'essayer avec Dale, le papa. Comme il a longtemps épié Jessica, il sait qu'elle se rend chez lui un week-end sur 2. Et comme il est désespéré de ne plus la croiser, il décide d'acheter une caravane qu'il installe juste à côté du domicile de Dale. Et il viendra vivre dans sa caravane un week-end sur 2 lorsque Jessica est là. Il est heureux de pouvoir ne serait-ce que l'apercevoir. Et ne serait-ce que se sentir physiquement près d'elle lui fait un bien fou. Et il va faire pareil qu'avec la mère. Peu après son installation, il toque à la porte du père. Il lui explique la même chose qu'il a expliqué à Monica, sauf que cette fois, il a en face de lui une oreille attentive. Il lui parle de son atelier d'écriture,
lui explique que plusieurs camarades de Jessica s'y sont déjà inscrits. Il lui parle aussi de toute l'étendue du talent de sa fille. Il lui dit être enseignant dans son ancienne école et qu'il serait dommage qu'elle arrête les ateliers hebdomadaires d'écriture. Et cette fois, il prétend avoir pas mal de contacts dans le milieu de l'édition et que c'est sans aucun mal qu'il pourra plus tard aider sa fille à se faire publier. Il faut juste qu'elle continue de se perfectionner. Et le père de Jessica n'y voit que du feu. Il sait à quel point sa fille adore écrire, il croit à cette histoire de carrière, alors il accepte. Et Steven, le gentil Steven, lui propose même de venir chercher Jessica en voiture avec son fils, que sa fille connaît bien, ce qui est vrai. Encore mieux pour le père, il accepte sans même penser à en parler à Monica. En apprenant ça, Jessica est désespérée et elle n'ose rien dire à sa mère de peur d'être poignardée. Et elle ne veut pas non plus mettre en danger les vies de ses proches. Elle se sent encore et toujours complètement piégée. Et voilà qu'une fois de plus, son père la livre sur un plateau d'argent à son bourreau. Et son père ne se doute de rien. Les fois où il va la récupérer, il y a toujours une flopée d'enfants au club d'écriture. C'est d'ailleurs à tous les parents et enfants du quartier que Steven a parlé de ses contacts dans l'édition. Steven, bien évidemment, est ravi de retrouver son précieux et il va immédiatement la menacer. Elle ne doit rien dire à sa mère, sinon c'est le cœur qu'il visera avec son couteau. Et vous connaissez la chanson, pendant que les enfants sont occupés, il va abuser de la pauvre Jessica à l'abri des regards. Et n'allez pas croire qu'elle est sa seule victime. Non, c'est juste sa préférée. On apprendra plus tard que des enfants, il en a très certainement agressé un paquet. Mais il s'est toujours débrouillé pour qu'il garde le silence. Mais Jessica a remarqué qu'à l'atelier, il y en avait une autre comme elle. Elles n'en ont jamais parlé entre elles, mais parfois, entre victimes, en un regard, on se sait. Et Steven ira plus loin. Il va réussir à gagner la sympathie de Dale, au point où les deux deviennent des potes. Dale apprécie sincèrement l'engagement de Steven auprès des enfants. C'est à ses yeux un bon samaritain et Steven fait tout pour se rendre sympathique à ses yeux. Au point où, presque fan de lui, Dale va finir par parler de ce professeur si gentil et attentionné comme ça un jour au hasard à Monica. Et Monica n'en croit pas ses oreilles. On parle bien de cet homme dérangé qui harcèle notre fille. Steven tombe des nues, il lui dit qu'elle fait fausse route, que s'il est venu à son domicile et qu'il l'a appelée, c'est parce que Jessica a un véritable talent. Elle se trompe, il est pétri de bonnes intentions, c'est même devenu un ami, lui, il lui fait confiance. Et il ne veut pas que pour des sensations ou des doutes imaginaires, elle prive leur fille d'une fantastique opportunité. Monica va immédiatement en parler à sa fille, mais Jessica ne dit rien. Non maman, tout va bien, pas de problème. Et son ex lui parle tellement de lui. Il va même tellement rire de sa méfiance imaginaire, de son côté surprotecteur, du fait que c'est la seule parmi une flopée de parents à se méfier de lui et à ne pas vouloir qu'elle aille au club d'écriture, que Monica va douter. Et si c'était juste vrai? Et si ce Steven avait autant insisté simplement parce que sa fille était une prodige de l'écriture? Ça se tient. Alors, elle va se convaincre et elle va finir par écouter son ex-mari plutôt que son instinct. Mais elle dit tout de même à Jessica de rester sur ses gardes, qu'elle se méfie de lui. Dans la vie, on ne sait jamais. Et s'il se passe quoi que ce soit, qu'elle vienne lui dire. La pauvre Jessica, hélas, encore une fois, elle pense s'échapper au pire, mais non. Steven et les autres ont toujours réussi à arriver à leur fin. Alors, elle se dit à quoi bon espérer, et une année d'abus va encore passer. Cela fait maintenant 8 longues années que Jessica n'a de cesse d'être sexuellement abusée par les adultes de son entourage. Et d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, ça a toujours été sa vie. C'est sa normalité. La pauvre a littéralement été conditionnée depuis son plus jeune âge à obéir à ses bourreaux. Et c'est comme un éléphant. Attachez-le tout petit à un piquet solidement ancré au sol. Il va longtemps essayer de s'enfuir, de tirer sur la corde, mais voyant qu'après un nombre incalculable de tentatives infructueuses, eh bien l'éléphant va adopter la croyance qu'une fois qu'il est accroché au piquet, il est impossible pour lui de s'enfuir. Et en grandissant, il n'essaiera même plus, alors que désormais, il a la puissance nécessaire pour arracher le piquet, mais il a été conditionné. C'est pareil pour Jessica, sauf que son piquet, ce sont ses bourreaux. Désormais, elle a 13 ans,
Elle vient de rentrer en 4e et on l'a accrochée à ce piquet depuis ses 5 ans. Et ses bourreaux ont insufflé dans son esprit la croyance qu'elle n'a aucune échappatoire. Et le pire reste à venir. Voir Jessica un week-end sur 2, comme ça, la va-vite, ce n'est pas assez aux yeux de Steven. Désormais, il veut passer plus de temps avec elle et pour ce faire, il a une idée. Voilà qu'un jour de septembre 1995, il explique à son pote Dale qu'il a une merveilleuse nouvelle à lui annoncer. Il lui dit qu'il a, en cachette, pris l'initiative d'envoyer une des œuvres de Jessica à une maison d'édition dans laquelle il a un contact et que ce contact a adoré et qu'il veut absolument la publier. Waouh! Dale n'en revient pas, mais Steven insiste sur le fait qu'ils ont encore du boulot sur la planche avec Jessica. Il faut complètement revoir la mise en page, il faut apporter quelques corrections, il faut choisir la couverture, etc., etc. Il lui explique que la publication d'une œuvre, c'est long, c'est compliqué, et c'est Jessica qui va devoir superviser chaque étape. Alors il se propose de l'accompagner dans ce long processus de publication, d'être en quelque sorte son mentor, et les choses pressent. Il lui dit qu'elle devra se rendre à la maison d'édition située à Madison. Une ville située à 2h30 de là. Il explique au papa que le premier jour, ils iront à la bibliothèque de Madison pour les corrections. Et le deuxième, ils iront au rendez-vous à la maison d'édition. Bien sûr, il propose de l'accompagner et il lui dit qu'elle logera dans un superbe hôtel avec piscine. Et là, pour la première fois, le père hésite. Oui, c'est une formidable nouvelle, une incroyable nouvelle même, mais laisser sa fille seule pendant tout un week-end, ça, il ne sait pas. Enfin, il semble réaliser que laisser sa fille seule sous la surveillance d'un homme adulte qu'on ne connaît pas très bien, eh bien ce n'est pas très prudent. Après le père de sa copine et son colocataire avouaient qu'il était temps. Il explique à Steven qu'il a besoin de réfléchir, il va en parler à des proches, à tout le monde, sauf à Monica. Bien sûr, de 1, son avis, il s'en fiche, et depuis toujours, et de 2, il sait que s'il lui en parle, elle va tout de suite paniquer. Donc il ne va en parler qu'à quelques proches. Certains proches lui disent que non, effectivement, ce n'est pas prudent, il devrait y aller aussi. D'autres lui disent qu'il serait fou de refuser et finalement, il va se laisser convaincre par Steven. Pari gagné pour Steven, qui doit venir chercher Jessica le samedi 16 septembre 1995 à 7h du matin. Et Jessica, elle y croit à son histoire de publication. Mais ça ne l'enchante pas une seconde de passer tout un week-end seule avec Steven. Elle sait qu'il ne va pas hésiter à l'agresser, à l'abri des regards, à la moindre occasion. Alors c'est sans la moindre émotion qu'elle remplit son sac, qu'elle y met des CD, un t-shirt, un pantalon ainsi qu'un maillot de bain. Et alors que tout le monde dort encore, à l'exception du papa, voilà Steven qui sonne à la porte. Jessica fait un bisou à son papa, elle monte en voiture et il est si tôt qu'elle s'endort rapidement. Mais lorsqu'elle se réveille, elle constate horrifiée qu'elle est attachée sur la banquette arrière du véhicule. Steven la fixe avec un regard noir et d'une voix basse et terrifiante, une voix qu'elle n'a jamais entendue auparavant, une voix qui lui donne des frissons. Il lui dit, je cite, « Voilà comment ça va se passer. Tu n'es plus Jessica. Ton nom, c'est Cindy Johnson. Et moi, je m'appelle David Johnson. Je suis ton père. Si quelqu'un te demande pourquoi tu as l'air si triste, tu diras que c'est parce que ta mère et ton frère jumeau sont morts récemment dans un accident de voiture. » Il lui demande si elle a bien compris. Elle hoche la tête et il la met en garde. Si elle tente quoi que ce soit, de s'enfuir ou de prévenir quelqu'un, il a un couteau sur lui. Il n'hésitera pas à s'en servir et en public, s'il le faut. Jessica comprend qu'elle est en train d'être kidnappée. La réalité, c'est que Steven était sur le point d'être arrêté pour des faits de fraude électronique. Et aux États-Unis, on ne rigole pas avec l'argent. Donc dans tous les cas, avec ou sans Jessica, et pour éviter un long séjour en prison, il avait prévu de s'enfuir. Il a juste décidé d'emmener Jessica avec lui. Il a préparé son plan de longues semaines, il a pensé à tout et dans les moindres détails pour pouvoir enfin vivre avec Jessica sans que personne ne vienne l'embêter. Et la pauvre fond en larmes. Elle pense à sa famille, elle pense à ses amis, elle comprend qu'elle ne les reverra plus jamais. La pauvre est inconsolable, elle pleure, mais Steven s'en moque, elle peut pleurer tant qu'elle veut, et devant qui elle veut, il s'en fiche. Après tout, n'est-ce pas normal qu'une enfant pleure la perte de sa mère et de son frère jumeau ? La pauvre n'y voit plus rien à cause de ses larmes, elle regarde par la fenêtre, elle voit les paysages défiler. Steven va rouler des heures, une éternité aux yeux de Jessica, et puis à un moment,
Jessica aperçoit au loin des avions. Elle fond en larmes de plus belle, ça y est, elle en est sûre, il va la ramener loin, sûrement dans un autre pays, et jamais personne ne la retrouvera. Et elle a vu juste. Après 8 heures de route, Steven gare son véhicule à l'aéroport de Kansas City, il a fait faire de fausses pièces d'identité et il a acheté 2 allées simples pour Houston. Mais il est tout de même fébrile. Il sait que si Jessica fonce vers un agent de sécurité ou un policier à l'aéroport, il est fichu. Et des agents, il y en a partout. Au début, tout se passe bien, mais au moment d'embarquer, il prend peur. Il y a des policiers tout autour de lui. Alors il va discrètement sortir un couteau et le plaquer contre le dos de Jessica. Et c'est ainsi que les deux vont monter dans l'avion. Et si une telle scène paraît improbable aujourd'hui, rappelez-vous que nous sommes en 1995. À cette époque, les contrôles n'étaient pas aussi stricts qu'aujourd'hui et il l'était encore moins concernant les vols intérieurs, à l'intérieur du pays. Et donc, aussi fou que cela puisse paraître, il était tout à fait possible de transporter un petit couteau sur soi. Quant au contrôle d'identité, c'est la même chose. Aujourd'hui, les identités sont savamment vérifiées et en un clic, l'agent sait si c'est là une vraie pièce d'identité ou si la personne est recherchée, par exemple. Mais en 1995, les vérifications étaient plus sommaires. Il n'y avait pas d'appareil ultra connecté comme aujourd'hui. Alors, comme les fausses pièces d'identité de Steven ont l'air vraies, elles vont passer comme une lettre à la poste. Voilà les deux dans l'avion, et lorsqu'ils atterrissent à Houston, Steven conduit immédiatement son otage dans un hôtel miteux situé non loin de l'aéroport. Il sait qu'il sera plus discret dans un hôtel bon marché. Et une fois dans la chambre, il va couper les beaux cheveux blonds de Jessica et les lui teindre en brun. Et il sort de sa valise des vêtements. Ce sont des vêtements de garçon et ils sont amples. Voilà Jessica métamorphosée et plus que jamais désespérée. Dès le lendemain, pour brouiller les pistes, Steven change d'hôtel. Il en prend un autre, tout aussi miteux, et toujours dans la ville de Houston, une grande ville où il est facile de passer inaperçu. C'est pour ça qu'il a choisi d'ailleurs cette destination. Et c'est le jour J. Il sait que l'alerte sera bientôt donnée quand le père de Jessica se rendra compte de sa disparition. Et effectivement, en fin d'après-midi, le père de Jessica s'impatiente. Elle est en retard. Il est curieux, il a hâte d'en savoir plus sur la publication de son livre, mais tout de même, l'heure tourne et elle n'arrive toujours pas. Et puis c'est Monica qui arrive pour récupérer sa fille. Et c'est horrifiée qu'elle apprend que Dale a autorisé ce Steven à prendre leur fille tout un week-end. Et elle panique immédiatement. Elle hurle de colère. Comment a-t-il pu oser ne même pas la consulter? Comment a-t-il pu être aussi stupide? Confier sa fille tout un week-end à ce type, c'est de la folie. Et elle se maudit de ne pas avoir écouté son instinct. Elle n'a de cesse de dire qu'elle le savait, qu'elle le savait. Elle était sûre qu'un jour il allait la kidnapper et c'est sans attendre que les deux foncent au commissariat. L'alerte est aussitôt donnée, les enquêteurs prennent de suite l'affaire au sérieux, notamment grâce aux alertes de Monica 2 ans plus tôt, mais les enquêteurs ont des doutes. Ils ne savent pas si Jessica a suivi son ravisseur de son plein gré ou si elle a été forcée. Monica est outrée, elle est en colère qu'ils puissent penser ça. Quand elle les avait appelés pour leur faire part de ses doutes sur un potentiel kidnapping, ils n'ont rien fait et maintenant qu'elle a été kidnappée, ils osent encore parler de disparition volontaire. Quelle toupée. Mais disparition volontaire ou pas, l'enquête commence sur les chapeaux de roue, l'alerte est lancée. Les proches de Jessica vont le soir même faire imprimer des affiches et les coller partout. C'est au total 15 000 affiches qu'ils distribueront et colleront partout dans la région. Les policiers diffusent eux aussi un avis de disparition et Monica a envie de vomir lorsqu'elle le voit. Il y est écrit que Jessica a été kidnappée ou qu'elle est partie volontairement. Et voir à côté de la photo de sa fille la tête de son ravisseur, ça la dégoûte. Les domiciles de Steven sont perquisitionnés, son entourage interrogé. La nouvelle est rapidement relayée par les médias de la région et dès le lendemain, dans tous les médias du pays. Toujours avec la photo de Steven et celle de Jessica. Et cette médiatisation ne va bien évidemment pas échapper à Steven. Il s'y attendait. Et donc, il en reste à son plan de départ, mobilité et discrétion. Il reste caché dans son hôtel et il prend soin de fermer la porte à clé quand il doit quitter la chambre pour aller faire des courses. C'est plus que jamais un calvaire pour la pauvre Jessica. Elle sera agressée quotidiennement, plusieurs fois par jour. Steven, c'est un détraqué. L'appétit sexuel de son bourreau est plus que jamais sans limite et il est si violent lorsqu'il la viole
que la pauvre, et vous le verrez plus tard, elle en gardera des séquelles. De leur côté, les enquêteurs n'avancent pas, et comme ils suspectent le ravisseur d'avoir quitté l'État, et peut-être même le pays, le FBI se saisit de l'enquête. C'est l'autorité compétente dans les affaires concernant différents États ou différents pays. Et même s'ils font tout leur possible, eux aussi n'arrivent pas à localiser Steven. Ils n'ont pas la moindre idée d'où il peut être. Ils espèrent juste qu'il n'a pas fui à l'étranger. Et pendant ce temps, Steven en profite pour se laisser pousser la moustache. Il se métamorphose lui aussi le plus possible. Et puis après quelques jours, il décide d'à nouveau changer d'hôtel. Il en choisit un plus décent. Cette fois, il compte y rester un peu plus longtemps. C'est l'hôtel Day Inn de Houston. Jessica, qui pleure à chaudes larmes et qui a les traits tirés, attire l'attention des employés dès son arrivée. Mais Steven leur explique que sa femme et son fils viennent de mourir. Alors, il dit qu'il a eu l'idée de voyager un peu avec sa fille pour lui faire voir du pays, pour lui changer les idées. Il raconte avoir tout plaqué pour sa Cindy adorée. Quel père admirable. Les employés sont touchés de le voir aussi investi. Et ils sont tellement touchés qu'après plusieurs jours, ils décident d'héberger à titre gracieux le père et sa fille. Il y a justement dans l'hôtel quelques chambres qui sont vacantes car non conformes à la législation. Elles attendent d'être mises aux normes, alors qu'ils en profitent. C'est loin d'être du luxe, la chambre en question est hors d'âge, mais c'est mieux que rien. Une aubaine pour Steven, il va se montrer des plus agréables avec le personnel, il va sortir les violons au maximum, et quand il parlera des inconvénients financiers d'un tel mode de vie, la direction lui proposera un petit boulot d'homme d'entretien. Voilà Steven ravi, on le loge, maintenant on le paye, et il peut quand il veut abuser de son otage. Que demander de plus ? Personne ne se doute de rien, les policiers sont incapables de le localiser, il vit un rêve éveillé. Et puis finalement, Jessica va sortir de son léthargisme. Le désespoir va laisser place à l'espoir lorsqu'elle apprend que Steven devra s'absenter la journée pour travailler. Or, il y a un téléphone dans la chambre, et il ne l'a jamais laissé seul avec un téléphone depuis leur arrivée dans l'hôtel. Mais là, il n'aura pas le choix. Avant, dans les hôtels miteux, il pouvait s'absenter, il n'y avait pas de téléphone. Alors elle reprend confiance, elle se dit qu'elle n'a qu'à attendre qu'il s'absente pour appeler sa mère ou son père. Mais vous pensez bien que Steven l'a aussi remarqué, ce téléphone. Il va longuement le bidouiller, Jessica le voit faire, mais elle a confiance. Elle sait qu'il ne peut pas le débrancher ou l'emporter avec lui lorsqu'il s'absente, puisque si ses nouveaux employeurs n'arrivent pas à le joindre en cas de besoin, ils l'obligeront à le rebrancher. Ils lui demanderont d'ailleurs pourquoi il l'a débranché. Jessica se dit que c'est bientôt la fin de son calvaire. Vient le premier jour de travail de Steven, il s'en va et ferme la porte derrière lui. Bingo! Jessica se jette sur le téléphone, elle compose aussitôt le numéro de sa mère, mais une voix indique que le numéro composé n'est pas attribué. Elle réessaye, pareil. Alors elle tente celui de son père, pareil. Elle va essayer encore et encore. Elle va finir par tenter des numéros de téléphone au hasard, mais c'est encore et toujours la même chose, aucun des numéros n'existe. Elle va essayer pendant des jours, et elle finira par se rendre compte que Steven a réussi à reparamétrer le téléphone. Il a changé l'ordre des touches. Elle ne sait pas comment il a fait, mais il a réussi, en réalité. Il a changé l'ordre des touches. Si Jessica appuie sur le 2, par exemple, eh bien c'est le 5 qui se composera. Et Jessica va tout tenter, tout un tas de combinaisons au hasard, jusqu'au jour où elle va abandonner l'idée à force d'échouer. Mais elle reste confiante. Elle se dit qu'un jour, son bourreau fera sûrement une erreur et qu'elle réussira à s'enfuir. Elle se dit qu'elle doit juste faire preuve de patience, rester alerte et attentive. Dès lors, elle n'a plus qu'une obsession, s'échapper. Et si elle n'y arrive pas, elle est optimiste. Elle se dit que les policiers finiront par la retrouver. Mais les semaines vont passer une à une. Les jours se suivent et se ressemblent pour la pauvre Jessica. Elle reste piégée nuit et jour dans cette chambre d'hôtel. Et quand le personnel s'inquiète de ne jamais la voir, Steven explique qu'elle gère son deuil à sa manière et que pour l'instant, elle préfère rester seule. Pauvre enfant, se disent les employés. Et lorsqu'ils la croisent, elle est toujours avec Steven et elle n'a d'autre choix que de se taire. Et Jessica serre les dents. Elle doit supporter les abus permanents de Steven. Parfois, elle trouve la force de se défendre. Elle sait qu'elle sera punie derrière, mais c'est plus fort qu'elle. Et effectivement, à chaque fois qu'elle ne se plie pas à ses moindres caprices,
à ses désirs les plus sadiques et les plus répugnants, des pratiques extrêmes qui lui déchirent littéralement l'intérieur de son bas-ventre, il entre dans une colère noire. À chaque fois, il lui fera payer ses tentatives de rébellion. Il connaît toute l'importance du conditionnement. Il sait qu'il doit lui insuffler la peur, sans ça, il ne pourra plus continuer à la garder prisonnière sans risquer d'être démasqué. Alors il va la frapper. Et il peut la frapper autant qu'elle veut. Elle peut avoir toutes les traces de coups sur son visage, sur ses bras, ses pieds. C'est pas grave, personne ne la voit jamais. Elles ont le temps de guérir. Et d'autres fois encore, il attache ses mains et ses pieds au lit. La position est inconfortable, douloureuse même quand il la laisse comme ça des heures, toute la journée, parfois toute la nuit. La pauvre n'a même plus la possibilité de se recroqueviller lors des abus. C'est pire que tout. Alors elle va arrêter. Et voilà que les semaines laissent place aux mois. Les jours se confondent, Jessica n'a plus de repères, elle trouve le temps long, elle a l'impression qu'une heure en dure 6. Et à force de rester seule la plupart du temps, ses perceptions commencent petit à petit à se déformer. Et comme un prisonnier laissé trop longtemps à l'isolement, elle va petit à petit commencer à ne plus pouvoir démêler le vrai du faux. Puisque depuis le premier jour de captivité, Steven lui a doucement lavé le cerveau. Il a, jour après jour, sans jamais se lasser, fait apprendre à la pauvre Jessica des détails du passé de sa fausse vie, donc de celle de Cindy, pour que si un jour quelqu'un les questionne, ils puissent avoir les mêmes versions. Il lui dit qu'elle a fait ci, qu'elle a grandi là, qu'elle aime ça, que sa mère avait tel âge, qu'un jour elle s'est blessée au genou en faisant ça, etc., etc. Et il va la noyer d'informations sur la vie de Cindy, à tel point qu'avec les semaines et mois qui passent, Jessica n'arrive plus tout à fait à démêler les vrais souvenirs des faux. Et Steven va également lui répéter en boucle encore et encore qu'elle n'est rien et que son sort n'intéresse personne. Elle dira plus tard, je cite, « Au début, je ne le croyais pas et j'avais de l'espoir. Mais quelque chose en moi a commencé à changer. J'ai petit à petit abandonné l'idée de m'en sortir. Steven m'a répété à maintes reprises que mes vrais parents me détestaient et que personne ne m'aimait. J'avais déjà entendu ça de la part de différents hommes adultes depuis que j'avais 5 ans. Et si vous entendez quelque chose assez souvent, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous finissez par le croire. Alors j'y ai cru. » Fin de citation. Jessica a toujours plus de mal à distinguer si elle a ou non vécu les choses. C'était le but de Steven, dès le premier jour. Lui insuffler de faux souvenirs. Il savait que le matraquage d'informations permet sur le long terme, d'en quelque sorte, remplacer les souvenirs d'origine. Et il aimerait tellement qu'elle oublie son passé, qu'elle oublie qui elle est. Et justement, Jessica a l'impression de ne plus savoir qui elle est. Sa perception d'elle-même, ses souvenirs, commencent à se mélanger à ceux de Cindy Johnson. Et donc, 1 mois va passer, puis 2, et le 3e mois, voilà que Beverly croit être Cindy. Mais elle reprend ses esprits et puis elle oublie. Mais la majeure partie du temps, elle est convaincue d'être Cindy, malgré quelques éclairs de lucidité. Et pendant ce temps, Steven suit attentivement l'avancée de l'affaire de son otage. Il est rassuré de constater que les policiers n'arrivent pas à avancer. Il se dit qu'ils vont finir par se lasser. Et effectivement, avec le temps qui passe, on ne parle plus de la petite disparue dans les médias. Il a hâte que cette affaire devienne un de ces cold cases qui finit dans une boîte poussiéreuse, sur une étagère poussiéreuse, au sous-sol d'un commissariat. Mais il sait aussi qu'à tout moment, l'affaire risque d'être relancée. Il sait mieux que personne que parfois les affaires irrésolues sont reprises dans des émissions telles que Unsolved Mystery ou encore America's Most Wanted. Et d'autres encore, c'est la mode dans les années 90. Alors à chaque diffusion, il est le premier devant son téléviseur et il ne rate aucun épisode d'aucune émission du genre. Comme ça, si un jour il voit son affaire diffusée, il pourra s'enfuir dans la minute. Et ce qu'il redoutait tant va finir par se produire. Comme l'enquête stagne depuis plus de 3 mois, les policiers ont la brillante idée de faire appel à l'émission America's Most Wanted, une émission très populaire qui met le public à contribution dans le but de localiser des criminels en fuite. Les policiers se disent que diffuser des photos de Jessica et de Steven est le meilleur moyen de les localiser. L'émission est diffusée le soir du jeudi 28 décembre 1995 et par miracle, ce soir-là, Steven fait preuve de négligence. Il ne va pas regarder l'émission comme à son habitude. Lui qui n'a jamais raté un épisode, ce soir-là, il est fatigué, alors il décide de se coucher. Ou peut-être d'ailleurs qu'il a complètement oublié, à cause de la fatigue, on ne sait pas.
Et lors de la diffusion de l'épisode, ce sont des millions et des millions d'Américains qui sont scotchés devant leur téléviseur. Et parmi eux, il y a l'une des employées de l'hôtel Days Inn de Houston. Et elle reconnaît immédiatement le gentil David Johnson qu'elle découvre être Steven Oliver, un odieux prédateur d'enfants. Elle n'en croit pas à ses yeux. Elle contacte alors immédiatement le numéro affiché à l'écran. Les autorités de Houston sont aussitôt prévenues, le FBI aussi, les agences se mettent en route. En un temps record, une équipe d'intervention est montée. Les policiers sont briefés sur la configuration des lieux grâce à l'employé de l'hôtel. Après une poignée d'heures, ils sont rejoints par les agents du FBI en charge du dossier. Ils sont venus par avion. L'opération est sensible. Ils savent que s'ils ratent leur intervention, Jessica risque le pire. Une fois arrivés sur place, les employés leur prêtent volontiers main forte. Ils découvrent eux aussi horrifiés que le bon père de famille n'est rien d'autre qu'un immense pervers et qu'ils l'ont aidé malgré eux. Décision est prise d'agir en pleine nuit, pas trop tôt. Les policiers espèrent que Steven sera endormi. Dans les environs de 2 heures du matin, ils sont prêts. C'est tout un groupe armé jusqu'aux dents qui va s'avancer le plus discrètement possible dans le couloir. Le but, agir par surprise et le plus rapidement possible. Ils savent qu'une fois la porte défoncée, ils n'auront qu'une poignée de secondes pour agir. Les voilà juste devant la porte de la chambre. Il n'y a aucun bruit à l'intérieur. La lumière est éteinte. C'est le moment. Au signal, les policiers enfoncent la porte. Et un seul coup suffit à la casser. Les agents s'engouffrent à l'intérieur. Steven, qui dormait, est réveillé en sursaut. Et il n'a même pas le temps de se lever qu'il est plaqué contre le mur et entravé. Jessica est aussi réveillée en sursaut. Il fait noir. Elle a du mal à distinguer les silhouettes. Un agent va à sa rencontre et lui demande comment elle s'appelle. Et elle répond « Cindy Johnson ». Et un autre agent lui répond « Non, tu t'appelles Jessica ». Jessica dira plus tard, je cite, « À ce moment, je pensais vraiment que mon nom était Cindy Johnson. Ce n'est qu'après qu'il m'ait montré des photos de mes parents au siège de l'agence que j'ai pu me souvenir de ma mère et de mon beau-père. » Fin de citation. La voilà sauvée. Après 101 jours de captivité. Elle a été retenue prisonnière du 16 septembre 1995 au 28 décembre 1995. Et effectivement, au poste, les agents lui montrent des photos de sa mère ainsi que des photos de son beau-père. Ils lui demandent si elle se souvient d'eux. Et oui, elle se souvient d'eux, mais elle a oublié beaucoup de choses. Elle se trompe souvent. En réalité, elle donne des informations liées à Cindy et non à elle. Tout est flou. Les policiers vont lui poser tout un tas de questions pendant des heures, toute la matinée. Leur but, c'est de savoir à quel point sa mémoire a été affectée par ces 3 mois de captivité. Et déjà en 1995, les agents savent à quel point un cerveau en cours de développement peut être malléable, surtout celui d'une enfant de 13 ans. Le cerveau est sensible à la répétition et à de longues périodes sans aucune interaction. Il constate que Jessica ne se souvient plus des numéros de téléphone de ses parents, ni même de son adresse, ni d'autres informations qu'on penserait pourtant ne jamais pouvoir oublier en 3 mois de temps. Sachez qu'à ce stade, Jessica doute. Elle a peur d'avoir oublié sa mère. Elle se souvient d'elle, mais elle a peur. Mère qui est d'ailleurs en route. Elle a pris le premier avion pour Houston. Les Américains ont été émus d'apprendre le sauvetage de la petite disparue. À l'époque, elle n'est que la 13e enfant disparue aussi longtemps à avoir été retrouvée vivante. On peut presque parler d'un miracle. Beaucoup avaient d'ailleurs perdu espoir, se disant qu'elle avait rejoint la longue liste de ces enfants disparus, évaporés comme ça du jour au lendemain. Mais pour une fois, l'histoire se termine bien. Et ce sont les médias du monde entier qui vont parler de cette affaire. Jessica, après sa matinée d'interrogatoire, est emmenée à l'aéroport de Houston. Les policiers ont eu la délicatesse de ne pas retarder les retrouvailles. Monica aura donc la surprise de voir sa fille dès sa sortie de l'avion. Une foule de journalistes a fait le déplacement et en voyant sa mère, Jessica la reconnaît immédiatement. Elle est folle de joie et tout lui revient aussitôt. Ses souvenirs oubliés reviennent. Elle constate qu'elle n'a rien oublié et que c'est comme si elle l'avait quitté
hier. Les deux se jettent dans les bras l'une de l'autre, la maman est en larmes. C'est là le plus beau jour de sa vie, elle va déclarer aux journalistes, je cite, « C'est l'extase pure. Nous avons attendu si longtemps que ce cauchemar se termine. Nous avons attendu qu'un miracle se produise. La pauvre, elle est fatiguée. C'est un bébé de 13 ans. Elle n'est pas faite pour ce genre d'enfer. Elle était en bonne santé, bronzée, quand il l'a kidnappée, et elle est revenue blanche comme un linge. » Les images seront diffusées au-delà même donc des frontières du pays, et elles sont aussi rares qu'émouvantes. De son côté, Steven est longuement interrogé. Les enquêteurs veulent comprendre comment tout a commencé. L'enquête est loin d'être terminée. À ce stade, les policiers ne savent toujours pas si Jessica l'a suivi volontairement ou non. Et c'est important de le savoir, puisque l'un des chefs d'accusation, c'est le kidnapping. Alors, est-ce qu'on a assez d'éléments pour l'accuser de kidnapping ou non ? Après enquête, ils arriveront à la conclusion qu'elle a bel et bien été kidnappée. Jessica va quant à elle vouloir tout de suite reprendre une vie normale. Même si le traumatisme est encore frais, elle veut par-dessus tout et immédiatement retrouver sa vie d'avant, faire comme si de rien n'était. Elle en a besoin, c'est vital. Elle va d'ailleurs insister pour retourner à l'école dès le lundi suivant, alors qu'elle a été sauvée le jeudi précédent. Elle refusera longtemps de parler de sa captivité à ses parents, à ses proches. C'est synonyme de retour en arrière pour elle, c'est douloureux, et ce qu'elle veut, c'est faire comme si de rien n'était, comme si tout ça n'était jamais arrivé. Après tout, si elle a appris une chose dans toute cette histoire, c'est qu'on peut se mentir à soi-même, et qu'à force de le faire, de se répéter des choses fausses, on peut changer ses souvenirs. Si Steven a réussi à le faire, alors elle se dit que peut-être qu'elle aussi, mais la réalité, c'est que c'est trop douloureux de penser à tout ça, et que le plus simple, c'est le déni. À l'école, certains de ses camarades vont se montrer, disons, indélicats, même si on leur a demandé de ne pas parler de cette histoire dans un premier temps. Beaucoup ne vont pas pouvoir s'empêcher de lui poser tout un tas de questions, et les questions qui revenaient le plus souvent, et qui l'a beaucoup blessée, c'était pourquoi elle n'a pas essayé de s'enfuir quand elle était en public, comme à l'aéroport par exemple. Il y avait des policiers. Pourquoi elle a obéi aussi facilement à son ravisseur ? Pourquoi elle n'a jamais prévenu personne quant à ses longues années d'abus et comment elle a pu oublier qui elle était en seulement 3 mois. Jessica dira que personne ne pouvait comprendre les violences qu'elle a subies et le conditionnement qu'elle a vécu. Mais elle décide d'aller de l'avant. Elle va se concentrer comme jamais auparavant sur ses études, au point d'être parmi les meilleurs élèves. Elle sera néanmoins harcelée. Toute cette attention, plutôt que de provoquer de l'empathie chez ses camarades, eh bien, ça va lui attirer les foudres de certains d'entre eux, mais elle aura la chance de toujours avoir le soutien des professeurs qui feront barrage et qui sauront la protéger. Et c'est l'année suivante qu'aura lieu le procès de Steven en juin 1996. Jessica sera dans l'obligation de venir témoigner à la barre. C'est à reculons qu'elle y va, elle s'en serait bien passée. La pauvre doit expliquer des heures durant et dans les détails tous les sévices qu'elle a subis. Elle ressent un sentiment d'humiliation, comme si on la mettait à nu une fois de plus. L'avocat de Steven va nier tout enlèvement, expliquer qu'elle s'est enfuie volontairement et qu'elle a même manipulé Steven pour qu'il s'enfuit à Houston, au Texas. Son but, selon lui, était d'échapper à des violences familiales qui n'ont jamais été prouvées. Il dira que oui, elle avait 13 ans, mais que les deux s'aimaient. Mais rien n'y fait, puisque son client sera condamné à 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Et d'ailleurs, spoiler alert, je vous le dis tout de suite, il est toujours en prison et je crois qu'il sera libérable en 2046. Mais ce n'est pas tout. Sachez que Jessica a aussi trouvé la force, après son sauvetage, de dénoncer ses 2 précédents agresseurs lors de ses différents entretiens avec les policiers. Donc le père de la petite amie de son père et le colocataire. Et les deux ont été arrêtés et condamnés. Comme quoi, tout se paye dans la vie. Et Jessica, qui pensait réussir à oublier son passé, à le laisser derrière elle, aura la désagréable surprise de constater que non, les choses ne sont pas aussi simples. Si côté études, elle sera multidiplômée en psychologie, en sociologie et en droit pénal, côté vie privée, elle va lutter des années avec de lourds symptômes de stress post-traumatique. Et elle lutte encore. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que sa psyché qui a été gravement touchée par tout ça. Son corps aussi. À cause des violents coups qu'elle a reçus au visage, certains os de sa mâchoire ne se sont jamais complètement développés. Certains oui et d'autres non. Elle sera obligée de subir 10 opérations de la mâchoire,
pour ne pas avoir d'importantes difformités. Et on lui a également annoncé qu'à cause des viols, de la répétition de ces agressions, eh bien c'est toute une partie de son appareil reproductif qui a été saccagée et que donc elle ne sera probablement jamais mère. On lui avait alors annoncé 3% à 5% de chance d'un jour tomber enceinte. Imaginez. Dans ces cas-là, on peut parler d'actes de torture et de barbarie. Et comme la pauvre semble depuis son plus jeune âge dégager quelque chose qui attire les prédateurs, elle se mettra en couple avec un homme qui se révélera violent. La boucle des abus reprend alors. Elle a dit que quand on a été maltraité aussi longtemps, on normalise la violence. Elle devient normale et on pense que les gens ont le droit de nous faire du mal. Mais elle a finalement réussi à briser cette longue boucle d'abus. Elle s'est éloignée de cet homme jusqu'à le quitter définitivement. Sachez que Jessica est désormais mariée à un certain Curtis, un homme formidable qu'elle a rencontré tout à fait par hasard au bowling où elle travaillait. Et elle qui pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant, eh bien, elle a eu l'incroyable surprise de tomber enceinte. Et pas qu'une fois, 2 fois, elle est l'heureuse maman d'un garçon et d'une fille. Depuis, elle vient bénévolement en aide à d'autres victimes. Elle a déclaré, je cite, « Je ne laisserai tout simplement pas Steven Oliver gagner et je suis déterminée à faire tout mon possible pour empêcher qu'une autre petite fille ou qu'un autre petit garçon ne devienne une victime. » Voilà, alors je vais finir par un dernier conseil. Et d'ailleurs, c'est toujours le même. Je radote, mais c'est important. Apprenez le plus tôt possible à vos enfants que leur corps leur appartient et que personne n'a le droit de le toucher contre sa volonté. Vous allez me dire « Merci d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est évident, je sais. » Mais il est important de le montrer à l'enfant par des actes au-delà des mots. Par exemple, il ne faut jamais obliger un enfant, je vous parle surtout les tout petits, à faire un bisou à quelqu'un lorsqu'il ne veut pas. Et même si c'est la tati ou le papi, le contraindre à cet acte physique, c'est lui apprendre que son corps ne lui appartient pas et qu'il n'a pas le droit, contrairement à ce que vous pouvez lui répéter et répéter encore, de dire non face à un adulte qui veut avoir un contact physique avec lui. Vous pouvez simplement expliquer à la personne gentiment que votre enfant ne veut pas, mais demandez à votre enfant de saluer comme il se doit la personne est conduite. Au pire, on dira que vous éduquez mal vos enfants, mais ça, c'est pas très grave. Mieux vaut savoir un enfant en sécurité. Et pareil, quand un proche appelle votre enfant pour qu'il vienne sur ses genoux, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise intention. C'est pour apprendre à l'enfant. Si l'enfant dit non, ou qu'il n'a pas l'air de vouloir, alors c'est non. Il a le droit de dire non. C'est pas un enfant sauvage que de dire non à un contact physique. N'oubliez jamais que nous sommes entourés de prédateurs, d'enfants. Ils sont partout, on ne les voit pas, ils sont souvent insoupçonnables, mais ils sont là. Et non, je ne suis pas mélodramatique, c'est factuel. Les statistiques le prouvent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je remercie chaleureusement notre sponsor Surfshark qui nous permet de produire ce type de contenu sensible et de pouvoir y travailler longtemps. Merci pour leur confiance et merci pour votre confiance. N'hésitez pas à venir débattre de tout ça en commentaire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous pouvez également nous partager vos témoignages. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.